Hey! À votre avis, on va parler de quoi aujourd'hui? Vous avez une idée ou pas? Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le tout premier review du Tournament of Death. En compagnie de Wicked qui est là, qui se frotte à mon fauteuil pendant que je tourne une vidéo, mais qu'il est gentil. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de cette série qui va durer très longtemps parce que voilà, j'essaie de trouver des idées de vidéos où je peux sortir de temps en temps. Et vous le savez, je suis un gros fan de CZ fucking W, de Deathmatch en règle générale, mais pas que. Parce qu'on oublie souvent que chez CZW, il n'y avait pas que du deathmatch, même à l'époque des années début 2000. Et donc, je voulais tout simplement de tous les tournaments of Death. Et aujourd'hui, on va commencer avec, bien entendu, le tournament of Death 1. Alors, c'est une vidéo que je vais essayer de la faire la plus, la plus informée, où je vais essayer de trouver le plus de trucs pour... Même si vous n'avez pas connu, même si vous ne connaissez pas les catcheurs, que cette vidéo t'intéresse, toi qui la regarde derrière. Déjà, un grand merci à toi qui a cliqué parce que déjà, t'as pas eu peur de voir une review du tournament of Death 1. Donc ça, déjà, juste le fait de cliquer, c'est que t'es un vrai bonhomme ou une vraie bonne femme. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et donc voilà, je vais essayer vraiment de vous remettre dans l'ambiance de l'époque. Et voilà, vous montrer que ouais... La CZW à l'époque, moi je la kiffais et comme ça on va pouvoir voir l'évolution un peu, que ça soit de la compagnie, de CZW, de Combat Zone Wrestling, et bien entendu l'évolution du Deathmatch ou de l'indépendant wrestling tout simplement. Allez, on perd pas de temps parce que j'ai pas envie que ça dure 15 ans, mais ça va durer quand même 15 ans parce qu'on est chez les rebuts du catch et que je suis Cody McLeod. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez le délire de revenir un peu dans le passé et refaire des reviews de shows des années début 2000 jusqu'à maintenant, voilà, comme ça une longue série, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire d'avance, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, me dire si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr après l'avoir regardée, parce que sinon bon... Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, les pouces bleus, vous pouvez le faire dès maintenant, là, comme ça. Allez, on perd pas de temps, du coup, dans ce tournament of Death 1 pour cette review. 18 ans après, pratiquement, voilà. On est en 2020. Le show, le tournament of Death 1 a eu lieu le 31 août 2002. Et je tiens à préciser que je vais toujours dire également qui commentait le show à l'époque. Et à l'époque là c'était Eric Gargudillo et John House. Pourquoi ces commentateurs sont importants? Parce que ces commentateurs ont fait énormément de mèmes pour les gros fans d'indie un peu à l'époque, comme des Call 911 ou ce genre de trucs qui ont marqué les esprits des fans de Deathmatch en général et les fans de indie. Donc c'est pour ça que je vais à chaque fois citer, comme ça on va voir un peu l'évolution un peu également de la CZW, parce que c'est l'objectif de faire ces reviews pour voir un peu comment la CZW a évolué. Et donc c'était commenté par Eric Gargugiello et John House. Alors d'entrée de jeu, on a Zanding, le l'owner de l'époque, bien sûr, celui qui a créé la CZW, qui arrive pour faire une promo et pour tout simplement en disant voilà, c'est le premier tournament of Death, c'est un tournoi qui va être violent. On est là, on est des grands professionnels. Nous on fait de l'entertainment ultra violence. ça m'a fait rire le mec. Nous on fait de l'entertainment ultra violent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, oui. Et donc du coup il dit en gros, bon voilà, on est des grands professionnels, passez un beau show, etc. Il fait un peu son Vince McMahon du deathmatch tout simplement. Et il annonce également qu'il va faire partie de ce tournoi et que le premier combat c'est son match. Et il va faire face à Nate Hatred dans un Barbed Wire board qui compte pour le tournament of Death. Des petites infos sur Nate Hatred. Nate Hatred est malheureusement décédé en 2018, le 1er septembre 2018. C'est quelqu'un qui a marqué pas mal les fans de catch indépendant, déjà parce qu'il avait un gros physique, surtout à cette époque là il était fit de ouf. Alors vous allez voir des vidéos au fur et à mesure que je parle ici, mais voilà, c'était quelqu'un qui était ultra fit. Et clairement, moi c'est quelqu'un qui m'a assez marqué parce que voilà, il avait un look, il a vraiment un style particulier qui ne correspond que à lui. Et il a été plusieurs fois champion par équipe de CZW avec bien entendu Nick fucking Gage, car il faisait partie de l'équipe H8 Club, la grosse équipe avec Nick Gage. Alors je vous ai pas dit spécialement comment je vais gérer également ces reviews. Je vais à chaque fois vous décrire le match play by play. Et à la fin, à chaque fois je donnerai une note, mais avec ma vision de catch actuelle. Voilà, j'essaierai pas de me mettre en me disant est-ce que c'était innovant pour l'époque ou pas. Non, je vais juger ce que je vois et avec mes yeux de fan de catch de 2020 tout simplement. Et je mettrai également une note de fin
à la fin une note sur le show général pour vous dire si vraiment ça vaut le coup ou pas d'aller le voir. Et également, comme ça m'a été souvent demandé quand je fais des reviews de shows sur la chaîne des revues du catch, je vous dirai 3 matchs à surtout voir dans ce show. Donc on commence vraiment enfin et on va parler du coup de ce premier match, donc le Barbed Warrior Deathmatch entre Zanding et Nate Headread. Alors le match commence assez rapidement d'entrée de jeu avec des gros no-sell sur des lariats. Voilà, lariat pouf no-sell de Nate Headread, lariat pouf no-sell de Zanding, et derrière une double clothesline et là intervention. Et oui, bah oui, intervention directe de la bande à Lobo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Lobo, Lobo était tout simplement le gros heel de l'époque. Voilà, il avait une grosse feud avec Zanding pour savoir qui était le vrai owner, le vrai patron de la CZW. Même si en vrai Zanding c'était le vrai patron, mais voilà, dans le kayfabe, in kayfabe, il jouait sur le fait que Lobo pouvait avoir des parts également dans le truc, etc., etc. Alors qu'en vrai, bah pas du tout, c'était Zanding. Et il y avait quelqu'un d'autre que j'ai oublié, mais voilà, il y avait Zanding en tout cas. Et donc c'était la grosse shoot de l'époque, surtout en 2002 là. Je crois qu'ils étaient sortis du Cage of Death 2 si je dis pas de bêtises, où ça allait arriver peut-être. Et ils étaient en train en tout cas de teaser un gros affrontement entre ces deux là. Et d'ailleurs Lobo à l'époque il avait une hit de bâtard, hein. Les gens le détestaient, il était vraiment hué, ça a été vraiment des gros heals marquants de CZW. Et donc il débarque avec son équipe avec plein de monde, hein. Dedans il y a Adam Flash, tout ça, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et ils attaquent du coup Nate Headread et Zanding. Là il y a la bande à Lobo qui arrive et qui mettent du barbelé autour de Zanding et qui commence à faire un concerto avec des chaises sur les barbelés. Et donc bah, le barbelé s'enfonce dans la peau de Zanding, c'est pas très beau à voir. Après il y avait Nate Headread qui arrivait avec un espèce de néon en forme de A anarchique. Voilà, parce que c'était son délire un peu à Nate Headread d'être un peu anarchiste. Et là ils lui font un gros powerbomb sur le A en néon. Et il continue par vider le ring en balançant Zanding sur une table où il venait de mettre Nate Headread. Donc Zanding entouré de barbelés comme ça, vous imaginez, balancé sur la table sur Nate Headread. Nate Headread qui prend Zanding et le barbelé. C'était assez fun à voir. Et voilà, une grosse hit, le public réagit à mort, il y a une belle ambiance d'entrée de jeu. Voilà, Lobo il prend le micro, il insulte un peu tout le monde, il dit que le patron de CZW c'est lui, c'est pas Zanding. Donc voilà, il va tout faire pour que Zanding, quoi qu'il arrive, gagne pas ce tournoi. Et il va tout faire pour que Zanding soit dégagé de la CZW, tout simplement. Donc ça voilà, c'est pour commencer un show, c'est de la hit facile, le public marche très bien là-dessus, les gens l'insultent et tout. Voilà, ça marche très très bien. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a Adam Flash qui est avec Lobo, qui est dans la team Lobo. Et Adam Flash arrive et il était prévu pour rentrer dans le tournoi où je crois que de base, si je dis pas de bêtises, ça devait être Lobo qui devait rentrer dans ce tournoi là. Et Lobo il dit à Adam Flash, non toi t'es plus jeune que moi, t'es meilleur, c'est toi qui auras l'opportunité de remporter, de montrer que la team Lobo c'est les meilleurs, etc., etc. Et là on sait pas qui est son adversaire et c'est Messiah qui arrive, qui fait son retour chez CZW. Et pour info, je l'ai pas dit, mais Adam Flash c'était l'Ironman Champion. L'Ironman Champion c'est un titre mineur, hein, tout simplement, de la CZW. Alors Messiah il a eu une longue carrière chez CZW, donc ça c'est clair et net. On y reviendra dans les autres vidéos, on le reverra un peu partout pendant pas mal d'années, en tout cas lors des shows Tournament of Death chez CZW. Mais Messiah ça a été un gros champion CZW. Il a fait partie également de la XPW qui a été une espèce de concurrence à la CZW après que la ECW s'est arrêtée. Des anciens de ECW ont formé la XPW qui a pas tant que ça tenu, je crois qu'il a tenu 1 an ou 2 ans. Et vous avez peut-être vu des trucs avec des rings qui explosaient, etc. Bah, ça venait souvent de cette structure là qui essayait de faire du hardcore mais hyper cheap, c'était vraiment pas foufou. Et donc bah Messiah venait de là de base et arrivé chez CZW a été assez populaire assez rapidement parce que c'est clairement un très bon catcheur. Et donc bah là ça faisait quelques temps qu'il avait pas mis les pieds chez CZW et donc c'était son retour. Et il arrive, sa musique commence, du disturb, donc on est vraiment bien dans les années 2000, début 2000, hein, voilà, quand t'as des catcheurs qui rentrent avec du disturb, voilà. Et là, le public lui fait une grosse pop, il court, et il fait un gros cutter d'entrée de jeu à Adam Flash qui est entre surpris et sonné. Et là, il fait le tomber, l'arbitre arrive, il glisse 1, 2, 3,
Voilà, fin. C'est le premier round le plus rapide au monde dans un tournoi, je pense. Et donc victoire de Messiah qui gagne avec juste une move. Tout le monde autour qui n'était pas prévu, qui était autour du ring. La bande à Lobo qui avait laissé Adam Flash, voilà, tout seul dans le ring. Et là ils sont tous surpris, ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est un gros foutoir, etc. C'est vraiment très cool. Messiah prend le micro et il dit bah voilà, je t'ai battu donc pour continuer dans ce tournoi là. Et tu vas voir que la prochaine fois je vais te battre, mais cette fois-ci pour ton titre Iron Man. Adam Flash est très dégoûté. Et donc voilà, Zanding annonce que bah à la base c'était Naked Truth contre Zanding dans ce premier match du premier tour, mais qu'au final c'était le match entre Messiah et Adam Flash qui compte, et donc Messiah sera au second tour du Tournament of Death. J'avais oublié quand je vous en ai parlé juste avant, mais je l'avais noté dans mes notes. Zanding prend à ce moment là le micro et défie Lobo dans un Cage of Death. Je crois que c'est le Cage of Death 2 si je dis pas de bêtises, où il y a une cage électrique. Faudrait que un jour je me le remate, mais si voilà, si j'ai fini tous les Tournaments of Death, je pense que je referai pareil avec le Cage of Death, hein, qui sont des super shows généralement. Et donc bah voilà, pour commencer, après avoir le play-by-play, je vous ferai toujours un résumé de ce que j'en ai pensé clairement. Et donc du coup, pour commencer le show, je trouve que c'est un gros segment, voilà, assez long, ça dure en tout peut-être 15 minutes, le tout que tout se place entre la présentation de Zanding, l'intervention des gars, etc., etc. Ça dure entre 15 et 20 minutes. Mais voilà, ça permet de chauffer la foule. Il y a un peu de trucs deathmatch, parce qu'il y a quand même Zanding qui se fait entourer de barbelés, etc., etc. Il y a un retour, donc un gros truc d'entrée de jeu qui accroche les fans directement avec le retour de Messiah. Et voilà, de la grosse hit, franchement, la CZW à cette époque-là, ils avaient compris comment mettre l'œil directement sur son show en l'espace de 10 minutes. Et ça, c'était vraiment très très cool. C'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc hyper compliqué. Mais voilà, ça te met dans le show directement et ça t'accroche. Et moi, personnellement, je l'avais super bien vécu. Et c'était vraiment très très cool quand j'ai rematé le show, hein, jeudi. Et donc, pour ce segment, voilà, du début du show, je lui mets la note de 3 sur 5. C'était vraiment très très bien. Pour te faire accrocher un public directement smart, parce que c'était clairement un public smart. Et ça a toujours été chez CZ, mais surtout à cette époque-là, début, c'était les anciens de ECW qui venaient voir la CZ, hein, tout simplement. Donc voilà, un bon segment pour commencer ce show. On enchaîne avec le troisième match, c'était Arsenal et Green Phantom contre les The Hardcore Ninjas. Oui, vous avez bel et bien entendu, regardez-moi ces belles têtes. Les Hardcore Ninjas, c'est tout simplement des mecs habillés en ninja dégueulasses. On dirait, je sais pas, les vieux déguisements de ninja qu'on trouve dans des farces et attrapes dégueulasses là. Et donc voilà, donc c'est assez drôle, c'est vraiment des gimmicks de merde. Les mecs qui s'appellent Ninja 1 et Ninja 2, j'en avais aucun souvenir de ces mecs là. Je vais redécouvrir des gars, ça c'est sûr, et ça c'est plutôt cool, donc voilà, c'était assez drôle. Et face à eux, ils avaient deux Canadiens, alors un Canadien anglophone, en la présence de Arsenal, donc qui est un catcheur de la IWS, et Green Phantom qui est lui catcheur québécois, qui catch toujours, et ouais, le mec qui catch toujours. D'ailleurs il a fait un match cette année en 2020 chez FML, promotion québécoise, qui est commentée tout simplement par nos amis de C'est Juste de la Lutte, hein, Gab Guillaume et Dave The Wave. Donc voilà, donc comme ça nos amis québécois l'ont vu, et c'est un gars qui catchait en 2002 chez CZW, Green Phantom. Arsenal qui fait également un peu partie de la faction de Lobo, voilà, qui arrive avec un t-shirt I Love Lobo, voilà, il y avait toujours ce gros défi entre les fans de Zanding, les gars qui étaient derrière Zanding et les gars qui étaient derrière Lobo, c'était vraiment une grosse feud, hein. Alors le match commence assez rapidement, je vais pas m'attarder non plus dessus, mais les deux ninjas font des très bons moves assez rapides, c'est plutôt fluide, ça va, franchement c'est des trucs qui ont pas trop mal vieilli, je trouve. Arsenal revient assez vite et passe la main du coup assez rapidement avec Green Phantom, qui est lui bien plus imposant que les deux autres catcheurs, et qui enchaîne avec un gros big boot, un gros overhook pile driver. Il repasse la main à Arsenal, et là Arsenal qui fait une Swanton Bomb leg drop, mais malheureusement pour lui il se fait contrer par un des ninjas qui lui fait un espèce de cutter en faisant un springboard cutter comme ça. Et à nouveau un tombstone, voilà, deux tombstones en l'espace de 5 minutes dans ce combat. Bon, c'en est fini pour les heals, hein, parce que Green Phantom il en a marre, vu qu'il est bien plus imposant, il prend les deux sur ses épaules en position de power slam, et il claque un gros power slam avec les deux mecs sur les épaules, comme ça c'était assez fun. Un ninja intervient avec un gros chair shot dans la tête très très violent, et c'est encore ce satané Lobo qui intervient pour faire perdre les ninjas. Donc voilà, c'était vraiment un bon match. Donc intervention de Lobo, derrière il y a une prise avec Arsenal et Green Phantom. Et puis voilà, c'était assez sympa. C'est clairement un match totalement spotfest, comme il y avait beaucoup à l'époque, surtout chez CZW, mais il y en avait quand même beaucoup un peu partout dans l'indie américain.
ça continue l'histoire avec Lobo, etc. Donc c'est plutôt sympa. Moi, c'est un match qui est assez rapide. Je trouve que ça se regarde quand même pas trop mal. Je lui ai mis la note de 2,75 sur 5. On enchaîne avec le 4e match de ce tournament of Death. Avec cette fois-ci le 2e match du tournoi. Avec un Staple Gun, Mouse Trap and Falcons Anywhere. Necro Butcher contre Wife Beater. Alors pour ceux qui parlent très peu anglais, tout simplement, Wife Beater, vous avez sûrement compris ce que ça veut dire. Clairement, un catcheur aurait pas pu avoir ce nom-là. Wife Beater, tout simplement, le batteur de femmes. Le gars qui tabasse des femmes, tout simplement. Alors, c'est un nom. Je me demande comment ils ont fait pour sortir un nom comme ça. Wife Beater, quoi. Le tabasseur de femmes. Putain, mais what, quoi. What? Les années 2000, c'est pas si loin que ça. Bon, c'était quand même il y a 18 ans. Mais... bordel, quoi. Face à Wife Beater, bon voilà, Necro Butcher, la légende du deathmatch wrestling américain qui a été Hall of Famer CZW cette année en 2020. C'est quelqu'un qui est très connu, assez connu mine de rien dans le deathmatch wrestling parce qu'il a fait quand même beaucoup de matchs du côté de chez Ring of Honor. Je me souviens de sa grosse rivalité avec un certain Samoa Joe. Il était aussi connu pour catcher pieds nus, hein, Necro Butcher. À l'époque, en 2002, il avait ses bottes. Et on commence donc dans ce match là. Je m'attendais à une grosse brawl et c'est ce qu'on a eu d'entrée de jeu. Voilà, des gros chair-shots en plein dans la tête. T'as le Butcher qui se prend un peu dans la gueule. Ça va directement à l'extérieur. C'est du Falcons Anywhere. Vu les deux mecs, ça va être une grosse brawl. En l'espace de 1 minute 32 combats, Butcher saigne déjà. Il a la face totalement en sang car il a pris un gros chair-shot d'entrée de jeu. Il y a une souplex de Necro Butcher qui arrive quand même à reprendre l'avantage un peu plus tard avec une souplex sur le bitume carrément. Oui, parce que autour du ring, bien entendu, c'est le tournament of Death, il n'y a pas de tapis de protection. Et on est vu qu'on est souvent, voire ça a toujours été pratiquement les tournaments of Death à l'extérieur. On est dehors, donc aucune protection. Et autour du ring, c'est du bitume gravier un peu bizarre. Et donc souplex de Necro Butcher directement sur les graviers sur Wife Beater. Necro Butcher met une poubelle avec du barbelé autour. Alors le barbelé il est autour à côté extérieur, mais comment dire, Wife Beater a la poubelle sur lui. Et là le barbelé il est autour et t'as Necro Butcher qui fonce sur Wife Beater qui lui met un coup de botte sur la poubelle, mais au final il se nique aussi parce que le barbelé est autour de la poubelle. C'est totalement débile, mais ça va tellement bien avec le personnage de Necro Butcher. Un peu plus tard revient avec une grosse back souplex sur une chaise bien sale, un truc où Necro Butcher tombe sur le côté de la tranche de la chaise là, un truc qui fait vraiment faire grincer des dents. À un moment, voilà, c'était un staple gun match également, donc il sort une agrafeuse, il tire en l'air, il prend le t-shirt de Necro Butcher et l'accroche comme ça à la mâchoire. C'était assez sick et c'était assez innovant à l'époque quand même, mine de rien, de voir un staple gun sortir pour agrafer. Et donc là Necro Butcher il est là, il vend, puis à un moment il arrache son t-shirt, genre le mec il trop vénère. C'était voilà, c'était le public est dedans et moi j'étais également très bien dedans derrière mon ordinateur. À un moment il y a un truc qui m'a un peu perturbé, c'est que on dit souvent que quand c'est un Falcons Anywhere, voilà, les pieds dans les cordes etc, ça ne compte pas, mais que quand c'est par exemple un sans disqualification, s'il y a les pieds dans les cordes, ça peut compter dans le sens que pour finir le ring il faut être dans le ring. Donc à partir du moment où tu as le bras ou le pied ou quelque chose en dessous les cordes ou dans les cordes, tu es considéré être en dehors du ring. Donc automatiquement, si c'est un match qui doit se finir dans le ring, je peux comprendre que le compte s'arrête. Mais là, c'est un Falcons Anywhere. À un moment, Necro Butcher chope les cordes et là, l'arbitre, il arrête de tomber. Non, il est dans les cordes. C'est un Falcons Anywhere, peu importe s'il a les bras dans les cordes. Enfin bon, c'est la CZW, mais ça me fait marrer d'avoir vu ça quand même. Là, Beater, il en a marre, il prend le staple gun, coup staple gun dans les couilles de Necro Butcher et il lui fait un gros power slam sur une planche avec du barbelé dessus. Mais Necro Butcher il s'en sort encore et encore et là ça part dans le public avec une grosse brawl. On a un peu les trucs habituels de les mecs qui sont sur des chaises qui se mettent des coups de poing comme ça là dans le public avec les mecs avec des bières. Et là les deux gars ils arrivent et ils montent sur une espèce de gradin en béton où il y avait les commentateurs et toute la partie technique de CZW. Et pendant que les deux mecs montent, il y a le manager de Wife Beater, je sais plus son nom d'ailleurs, et que pendant que les deux mecs font le tour, lui il place des chaises un peu n'importe comment pour histoire de se dire ouais au cas où qu'il tombe je vais mettre des chaises un peu partout. Et après un petit teasing vraiment sympathique où on sait pas qui va porter la prise, c'est Wife Beater qui arrive à porter un choking powerbomb. Alors un choking powerbomb c'est tout simplement un powerbomb où en même temps il l'étrangle comme ça, donc il chope par le cou Necro Butcher, il le soulève et les deux tombent sur les chaises.
le tomber. 1, 2 et 3 victoires de Wifebeater qui passe au prochain tour, mais vraiment une grosse brawl bien sympathique. C'est clairement du pur Butcher, du pur Necro Butcher qui est très cool. Alors c'est sûr que c'est pas du grand catch, hein, bien entendu, mais c'est vraiment très sympa. Les deux se mettent dans la gueule très violemment, il y a des gros shots. Wifebeater sort hyper over de ce combat parce qu'il s'est bien battu et en plus il le gagne. Donc voilà, vraiment très bon match. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ça mérite pas plus parce que ça reste une grosse brawl où c'est deux mecs qui se mettent dans la gueule, mais c'est vraiment très sympa. On enchaîne avec ce 5e match, c'était encore un match pour le tournoi avec un Barbed Wire Bird Nail Strips. C'était Mr. Insanity contre Nick Gage. Un Nick Gage très jeune qui venait de commencer sa carrière quelques années auparavant. Je crois qu'il a commencé, alors voilà, il a été connu chez CZW, Nick Gage. J'ai pas vérifié, voilà, j'aurais peut-être dû quand il a commencé sa carrière, mais Nick Gage, il a commencé vraiment chez CZW en 99. Je crois qu'il a même été entraîné par un certain Zanding, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, j'avais raison, il a été bel et bien entraîné par Zanding. Il a commencé sa carrière en 98, voilà c'est ça. Et donc il a commencé chez CZW parce que la CZ a été créée en 99. Et à l'époque, il se faisait pas encore appeler le King de l'Ultra Violence. C'était le Hardcore Futur et clairement on peut dire qu'il a eu raison de se faire appeler comme ça parce que bon, en 2020 on peut le dire effectivement, c'est une légende du hardcore. Et face à lui, il a Mr. Insanity, c'est tout simplement, alors peut-être pour certains qui le connaissent, c'est Toby Klein. Toby Klein qui a été un catcheur très régulier pendant tout le long de la CZW. Il a même fait un dernier combat, je crois que c'était lors du Tournament of Death de 2018, où il a participé dans un match à plusieurs avec Matt Tremont et je sais plus qui d'ailleurs. Alors il y avait des nail strips accrochés aux cordes. C'est tout simplement des nail strips, c'est des espèces de bouts de bois avec des vis, avec pointe extérieure qui ressort tout simplement du bout de bois. Et ça, c'est accroché aux cordes, il y en a plein partout, un peu comme dans les Light Tubes Deathmatch où tu as tous les Light Tubes qui sont accrochés aux cordes. Le match commence assez rapidement avec une grosse pack souplesse bien sale de Gage sur la nuque de Monsieur Insanity. Et il envoie directement Mr. Insanity dans une planche de barbelé parce que dans chaque coin du ring, il y a des planches de barbelé. Là, Nick Gage, il veut monter sur le coin, mais Mr. Insanity le contre et l'envoie sur des néons en forme du H8 Club que l'ami Nick Gage avait ramené. Alors pour info, Nick Gage était déjà accompagné à l'époque de Dewey Donovan et c'est assez marrant de le voir qu'il avait déjà la même veste sale. Alors pour ceux, ça c'est plus pour les connaisseurs de Deathmatch actuels qui regardent un peu la Game Changer Wrestling par exemple, on voit souvent Dewey Donovan qui accompagne Nick Gage et Dewey Donovan était déjà là pour le H8 Club et donc pour Nick Gage, sauf que là il est tout maigre avec les cheveux longs, sa veste c'est toujours la même mais elle est propre du coup, là maintenant elle est un peu dégueulasse, elle est taguée, dégueulasse et tout, mais c'est marrant de le voir qu'au final ce gars-là a suivi Nick Gage pendant toute sa carrière. Du coup, Insanity prend l'avantage dans ce combat et domine avec des gros coups de chaise, etc. Il fait même une espèce de dive un peu chelou par-dessus la troisième corde où Nick Gage le rattrape plus ou moins. Voilà, c'est un peu bizarre. Il saute par-dessus la troisième corde, mais il tombe tout droit comme s'il tombait comme ça. Et puis, Nick Gage le rattrape bizarre. C'est un peu particulier, mais bon, ça passe. Là, il tente une souplex après sur Nick Gage sur le bitume, comme ce que a fait Necro Butcher contre Wifebeater. Mais c'est contré par Nick Gage et c'est Nick Gage qui porte une belle souplex main nue mais très violente sur le bitume. Gage reprend l'avantage dans son combat avec des gros coups de chaise dans la face extrêmement violents. Énervé, Nick Gage revient dans le combat, remet l'ami Insanity dans le ring, le positionne dans le coin et lui fait son gros classique move, le gros coup de pied avec élan dans la face. Et là il est temps pour Nick Gage de finir ce combat avec un gros brainbuster sur les nail strips pour la victoire de Nick Gage. Donc voilà, c'était clairement un bon match, j'ai vraiment bien aimé ça, ça se met bien dans la gueule. C'est du Nick Gage, mais j'avais quand même des souvenirs quand même en me disant que Nick Gage était quelqu'un qui était extrêmement bourrin dans ses moves, etc. Alors attention, c'est le cas, il est extrêmement bourrin, mais clairement, c'est pas un mauvais catcheur, même déjà en 2002, je trouve qu'il fait ses moves plutôt cool, sa souplex maintenue à l'extérieur du ring est vraiment très cool, franchement. Alors j'ai été un peu surpris par ce combat, je lui ai mis quand même la note de 3 sur 5, c'est quand même pas mal, on l'oublie pas, c'est le premier tour, donc clairement à l'époque, il savait construire des cartes, CZW, et il savait te faire évoluer, voilà, de passer de petites violences en grosses violences au fur et à mesure que tu avances dans le tournoi, et ça c'est super cool. Et donc bah voilà, franchement un bon premier tour de la part de Nick Gage et Mr. Insanity, avec un bon 3 sur 5.
Et on enchaîne avec le dernier premier tour de ce show, c'est Sick Nick Mondo contre Homeless Jimmy. Alors pour info, Sick Nick Mondo c'est l'un de mes catcheurs deathmatch préférés. Et il faisait face à Homeless Jimmy que j'avais aucun souvenir pour le coup. J'ai fait des petites recherches, c'est juste un catcheur américain qui a pas trop... Voilà, qui catch un peu. Il a arrêté le catch je crois en 2017. Il a pas eu une grosse carrière. Et il est resté dans la même structure pendant tout le temps de sa carrière. Voilà, ça a été un tout petit catcheur. Mais par contre, Sick Nick Mondo, on va en entendre parler pendant quelques temps là, pendant ses reviews de Tournament of Death, parce qu'il a été pendant 4-5 ans au top de la CZW. Ça a été mon catcheur préféré et clairement, vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà parce qu'il est super classe et l'une des raisons que j'ai aimé également ce mec là, c'est tout simplement parce que quand je l'ai connu, j'étais ultra fan du groupe Papa Roach et son thème d'entrée c'est Last Resort de Papa Roach et clairement bah voilà, c'est un thème qui une fois qu'on l'a écouté on le retient, on le connaît et puis il est déjà, je le trouve très bon, je la trouve très bonne cette musique et ça va extrêmement bien avec Nick Mondo. Et pour info aussi une petite information, Nick Mondo était quand même assez connu mine de rien au point qu'il a été dans un jeu vidéo, le jeu Backyard Wrestling, et je crois qu'il était dans le numéro 1 et ça faisait quelques temps que j'avais pas vu un combat de Nick Mondo et je vous le dis clairement, ça fait extrêmement du bien de le voir clairement. J'allais oublier avant de commencer cette review de ce match là, Nick Mondo est actuellement réalisateur. Il a eu une toute petite carrière, mais ça un jour peut-être je reviendrai sur une vidéo spéciale sur Nick Mondo. Mais il a eu une toute petite carrière et actuellement il est réalisateur de films, producteur je crois. Et il bosse pour All Elite Wrestling. Par exemple tous les promos packages à l'arrivée de Jon Moxley du côté de chez NJPW ou du côté de chez All Elite Wrestling, bah c'est Nick Mondo qui les a fait. Allez, on commence cette review du coup de ce match là avec d'entrée de jeu Jimmy qui essaye de mettre un gros coup de volet en bois dans la tête, dans le torse, dans les jambes, dans tout ce qu'il peut de Nick Mondo. Mais Nick Mondo avec sa grâce habituelle arrive à bien esquiver. Jimmy se fait contrer. Le volet arrive au niveau de sa face, il est assis au sol et là il court l'ami Nick Mondo et lui fait un gros dropkick dans la tête avec le volet dessus comme ça. Ça claque bien, ça permet à Jimmy de rouler hors du ring. Une fois qu'ils sont à l'extérieur, Mondo tape, lui fait un petit coup, je crois il y a un coup de chaise ou quelque chose comme ça. Il revient dans le ring et là il lui fait un somersault plancha. Très bon, j'adore ce mec, j'adore Nick Mondo. Il était vraiment avant-gardiste pour moi. Un peu plus tard dans le match, hein, je vous passe un peu tous les détails, mais il y a un gros power bomb de Nick Mondo à travers un tas de volets en bois, là, voilà, où je crois qu'il n'y en a qu'un, je sais plus, mais en tout cas, le volet il est bien démonté. Jimmy arrive à reprendre l'avantage, et là il a du barbelé dans ses mains, et il fouette comme ça avec du barbelé. L'ami Nick Mondo, clairement ça doit douiller, là on voit le barbelé qui s'accroche à la peau de Nick Mondo, c'est très visuel. Mondo revient avec un très bon coup de pied, et on va valser Jimmy dans le caddie que Jimmy avait ramené, voilà, et Jimmy se fait carrément démonter la gueule dans le caddie, c'est assez fun. Les deux hommes là à ce moment là se dirigent vers un camion qui était bizarrement garé, voilà, il était là, on se demandait pourquoi. Et bizarrement, en dessous le camion, il y a un tas de tables avec des néons dessus, c'est bizarre ça quand même. Les deux hommes sont sur le camion, se battent. Arrivé à un moment, Nick Mondo prend l'avantage et là... Assault Driver, le finish de Nick Mondo, c'est tout simplement quand son adversaire est sur les épaules et Nick Mondo le ramène au sol pour le faire tomber sur la nuque comme entre les jambes de Nick Mondo. Une grosse prise et pour un magnifique bump. Là voilà le premier gros bump du Tournament of Death. Assault Driver du haut du camion sur les tables, sur les néons, etc. Le public est en feu et là l'un des commentateurs nous sort la phrase mythique Someone call 911. Et là clairement, même si c'est 18 ans après, j'étais à fond, j'ai crié, il était 1h du mat, quelque chose comme ça. J'ai fait oh putain et tout. J'avais les frissons, j'étais vraiment à fond dans le show et c'était exceptionnel. Vraiment un bon match du tournoi. Dans la continuée, clairement c'est vraiment un premier round vraiment très cool, j'ai vraiment bien aimé. C'était voilà, il y a eu le gros spot de Nick Mondo qui met les choses d'accord. Nick Mondo c'est un putain de spotter et ça sera pas la première fois dans toute sa carrière chez CZW qui va nous faire des gros spots de ce style là. C'était vraiment un bon match, je l'ai adoré, je pense que c'est le meilleur match en tout cas, surtout pour le spot hein, il faut l'avouer.
de ce premier tour parce que je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, donc la meilleure note parmi ces matchs du premier tour. Alors là je vois que je traîne beaucoup, mais c'est pas grave, ça va être des vidéos qui peuvent également s'écouter, ça va être assez long, je m'en excuse, mais je suis un peu obligé. On enchaîne avec le 7e match, avec un match hors tournoi, c'était les Backseat Boys contre Sonjay Dutt et Derek Frazier, contre John Dahmer et Towel Boy, et Chris Cash et JQ. Vous l'avez compris, c'était un Fatal 4-Way par équipe. Et donc c'était un spot fest, voilà, hors tournoi pour calmer un peu tous les esprits. Directement une pensée pour nos amis québécois avec une grosse contravention de style. Ça vient de chez eux, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quand quelqu'un est très mal habillé, on lui donne une contravention de style. C'est nos amis québécois, attention, moi j'y suis pour rien là-dedans, c'est juste de la lutte qui dit ça, mais ça m'a fait rigoler. Parce que le manager de Dahmer et Towel Boy est tout simplement habillé d'un boa rose pétant, à une petite chemise hawaïenne et un petit short moulant. Ça c'est clairement contravention de style x 10 000. Les Backseat Boys pour info c'est Trent Acid et Johnny Kashmere. Donc voilà, c'est des catcheurs qui sont assez connus dans l'indie des années 2000. Le match, je vais pas m'attarder dessus, il est vraiment pas terrible. C'est des gros spots, il y a du botch, ça se veut spot fest un peu et tout, mais c'est vraiment pas fluide du tout, c'est pas terrible, c'est le pire match de ce tournoi. On va pas perdre de temps, je lui ai mis la note de 2 sur 5. On enchaîne avec un autre match hors tournoi, c'était Justice Pain qui était l'actuel champion CZW Heavyweight. Pour info, Justice Pain c'est tout simplement le frère de Nick Gage et il est malheureusement décédé en ce début d'année en janvier 2020. Et face à lui il avait donc Nick Berk et Ruckus, et c'était un match qui n'était pas pour le titre de Justice Pain. Et Justice Pain qui était déjà à son 4e règne de champion chez CZW à cette époque. Le match il est vraiment très bien, je vais aller très vite également, avec il y a des gros spots de Ruckus qui était au top de sa forme à ce moment là. Pour ceux qui ne connaissent pas Ruckus, c'est un tout petit black, un peu costaud, un peu gros, mais qui fait voilà hyper agile, qui fait des gros flips dans tous les sens et tout. Les 3/4 du temps, ces matchs sont frais. Il a fait des derniers combats chez CZ il y a peu de temps. C'était vraiment pas terrible parce qu'il était tout vieux. Mais là, à cette époque, c'était vraiment le feu Ruckus. Nick Berk est vraiment pas dégueulasse également. C'est plutôt un catcheur plutôt sympa. Assez classique indie. Mais celui qui m'a le plus impressionné et que j'avais le moins de souvenirs, c'est clairement Justice Pain, qui était un catcheur très technique. Le match, il est vraiment très cool. Si vous n'êtes pas un gros fan de deathmatch, regardez ce combat. Franchement, putain, ils étaient vraiment... C'est un combat qui est très actuel, que franchement s'il y a demain un show en 2020 un match comme ça, franchement les gens ils disent ouais c'est cool, ça vaut au moins 3 sur 5 quoi. C'était vraiment très bien, bien. J'ai vraiment que c'était vraiment un bon match. Victoire surprise entre guillemets d'un certain Ruckus sur un petit paquet sur Nick Berk, un paquet un peu surprise. Du coup bah Justice Pain n'a pas pu intervenir, et donc on s'en doute que Ruckus, pourquoi pas dans le futur, pourrait avoir un match pour le titre de Justice Pain, etc. En tout cas c'est sur ça qu'il joue, et le public est très content. C'est vraiment un bon match hors deathmatch et hors tournoi qui était vraiment très cool. Je lui ai mis la note de 3,25 sur 5. Allez, on enchaîne avec la première demi-finale de ce tournament of Death 1 avec un Pain of Glass. Un match entre Wife Beater et Nick Gage. Alors c'était deux catcheurs qui étaient habitués à s'affronter chez CZW. Et déjà avant cette confrontation là, ils avaient déjà eu une grosse rivalité, les deux, Nick Gage et Wife Beater. Et là on voit directement que la nuit commence à tomber. Parce que oui, comme ma review, le show était extrêmement long. Le match commence directement, Nick Gage charge Wife Beater, mais là se fait surprendre avec un contre et un gros surpassement dans une vitre. Gage tombe directement dans la vitre. Les deux hommes partent dans le public avec une grosse brawl, des shot dans la tête de malade de Gage qui revient dans le combat, suivi d'un gros P-driver sur une table à l'extérieur du ring, où la tête dépasse bien des jambes de Nick Gage. C'est très hard à regarder. Nick Gage continue à avoir l'avantage dans ce combat là, avec un peu plus tard son coup de pied classique où il se projette dans les cordes pour mettre un coup de boot dans la mâchoire de son adversaire. Mais à ce moment là, Wife Beater avait la tête face à une vitre, et donc du coup voilà, le coup de pied plus la vitre, c'est très visuel et très cool. Alors qu'on pensait que Nick Gage avait vraiment l'avantage dans ce combat là, Wife Beater arrive à contrer avec un gros sac box slam, un super contre là de Wife Beater, un gros sac box slam sur une vitre qui était dans un coin. Wife Beater va chercher une espèce de gros mal en acier sous le ring, et là se retrouve avec un gros tas de punaises qui balance un peu partout sur le ring. Alors que Wife Beater allait pour prendre, faire une grosse prise sur Nick Gage dans les punaises, c'est Nick Gage qui contre et lui fait une grosse back suplex où Wife Beater tombe limite sur la nuque,
sur les punaises. On a également un gros powerbomb bien sick dans les punaises. On a un gros frog splash. J'avais complètement oublié que Niggage savait voler et savait monter sur la troisième corde de Niggage. C'est assez ouf, mais comme tout de même, c'est Wife Beater qui gagne ce combat avec un gros chokehead powerbomb, donc la même prise que tout à l'heure où il étrangle tout en faisant un powerbomb sur Niggage. Donc victoire de Wife Beater parce qu'il fait ça donc sur une vitre pour la victoire. Un super combat de pur deathmatch qui a clairement pas du tout vieilli. Voilà, si vous êtes fan de deathmatch, si vous l'avez jamais vu, allez le voir parce que c'est vraiment un excellent combat. Il n'y a aucun bot, ça se déroule très bien. On est en demi-finale, le public est chaud, il commence à faire nuit, un peu de soleil alors qu'il y a eu de la flotte pendant pratiquement tout le début du tournoi. Et là voilà, c'est vraiment très cool. Clairement la légende est faite dans ce combat. On comprend pourquoi il était déjà aussi populaire, Niggage et Wife Beater. Clairement c'est vraiment un super combat. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Allez, on enchaîne dans cette review. Il y a un peu de fumée, je viens de vapoter, je m'en excuse. Avec la deuxième demi-finale avec un fan Bring the Weapons, Nick Mondo contre Messiah. Alors dans le ring c'est un vrai foutoir, il y a des trucs partout, il y a des néons par-ci par-là, par-ci par-là, il y a plein de trucs, il y a des trucs que des fans ont ramené, des vieilles télé, etc. C'est un bordel. Le début de match est hyper intéressant parce que assez rapidement Nick Mondo a l'idée d'essayer de travailler la main de Messiah parce qu'il a des bandages un peu partout, on sent qu'il est assez fragile de la main. D'entrée de jeu, Messiah va mettre un coup de poing à un moment à Nick Mondo et là Messiah vend sa main. Ni une ni deux, Nick Mondo voit ça et dès qu'il fait des attaques, à chaque fois il attaque la main, comme par exemple où il brise des néons sur la main, etc. Un super storytelling d'entrée de jeu dans ce combat. Et oui, ça arrive qu'il y a des gros work à certains endroits du corps humain dans des deathmatchs et là pour le coup dans ce combat, voilà, il y a un work de la main et ouais. Messiah contre un Rana en envoyant Mondo sur des néons. Après plein d'esquives, plein de teasing de partout, Messiah monte sur la troisième corde mais se prend un gros tas de néons et donc tombe sur une table avec plein de barbelés de néons à l'extérieur du ring. Un gros spot dans ce combat. Un peu plus tard dans le combat, Messiah a réussi à revenir dans ce combat avec un gros surpassement de la troisième corde sur une table avec des néons. Alors qu'on pensait que c'était la fin, Messiah arrive pour essayer de faire un espèce de gros Claymore kick un peu à Nick Mondo, mais c'est l'arbitre qui le prend, ref bump. Death Valley Driver de Messiah, mais là il n'y a plus d'arbitre. Et quand il n'y a plus d'arbitre, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Et ben la team Lobo arrive à nouveau et vient casser les couilles. Ils arrivent et directement ils attaquent Messiah. C'est surtout un certain Adam Flash qui a perdu lors du premier tour contre Messiah. Là le gentil de l'époque arrive, c'est Zanding qui arrive et dégage un peu tout le monde et dont la team Lobo vers les backstage. Messiah reprend un peu ses esprits, Mondo le prend par surprise avec un gros assault driver sur des néons pour la victoire. C'était clairement un super combat, une super demi-finale avec un gros boulot sur le côté pur in-ring, avec un work de la main en début de combat, des super moves, vraiment de le pur style de l'époque indie deathmatch que j'ai aimé à l'époque parce que on oublie souvent que dans Deathmatch Wrestling, bah il y a Wrestling, c'était Gab qui l'avait dit quand on avait fait un podcast sur le deathmatch et là clairement c'était très cool. Il y a des super moves, c'est vraiment un match qui est hyper vivant, c'est clairement moins bourrin que le premier combat de cette demi-finale entre Wife Beater et Niggage, clairement. J'aurais pu clairement mettre pratiquement 4,5 également comme Niggage contre Wife Beater, mais je lui mets tout de même la note de 4,25 sur 5, comme avec l'intervention de la team Lobo encore une fois dans le show, etc. Je peux comprendre que certains ça peut gaver, mais ça reste quand même un excellent match et une super demi-finale. Et on finit enfin cette review avec la finale, le 11e match, 11e segment de ce show, de ce Tournament of Death 1 de 2002, avec la finale, un 200 Light Tubes Deathmatch. C'est un deathmatch où il y a des 200 néons accrochés aux cordes, en plus que autour des cordes il y a du barbelé. Nick Mondo, en plus, comme si c'était pas déjà assez violent ce que je vous ai raconté, ce qu'il y avait sur le ring, arrive avec un gros seau où on voit que dedans il y a du sel. Et donc Mondo qui arrive avec un gros seau de sel partout, il le montre au public un peu partout. Et quand il arrive sur le ring, il le renverse partout sur le ring. Quel malade ce Nick Mondo. Wife Beater, c'est pas avec du sel qui rentre sur le ring, mais avec une grosse débroussailleuse allumée qui court allumée, ou comme diraient nos amis québécois, une fouette. Ça s'annonce clairement un combat extrêmement violent, vous l'avez deviné. Dès que la cloche sonne, Wife Beater se jette sur Nick Mondo et essaye de lui faire un spear, mais c'est esquivé par Nick Mondo et Wife Beater se retrouve dans les néons.
Wifebeater arrive tout de même à revenir dans le combat avec un gros coup de néon là qui explose la face de Nigmondo et un gros powerbomb. Et alors que Nigmondo est au sol et avec le dos en sang, Wifebeater, sadique comme il est, prend le seau de sel où il restait du sel dans le seau et le renverse sur le dos plein de sang de Nigmondo. Si vous n'êtes pas au courant, mais sel plus d'eau en sang, ça fait pas bon ménage clairement. Si Nigmondo revient dans le combat en plaçant un gros dropkick avec des néons dans la face de Beater, le combat est sur un rythme de taré, il est fou, ça s'enchaîne dans tous les sens, c'est du à toi à moi, c'est exceptionnel. À un moment il y a une German un poil botché de la part de Nigmondo dans le coin, mais bon voilà, je la note parce que c'est assez surprenant que Nigmondo foire un coup, donc voilà, je le signale tout de même. On arrive vers la fin du combat, c'est du à toi à moi avec des néons. Souvent dans les combats c'est à toi à moi avec des points, eux c'est avec des gros coups de néon, pam 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 pam. Le public est à fond et moi je commence à enlever mon t-shirt. Et là, à un moment, un gros coup de néon qui sonne totalement, Nigmondo qui se retrouve dans les cordes comme ça, et là à ce moment-là, Wifebeater sort sa fouette, sa débroussailleuse et met un coup de débroussailleuse violent sur le torse de Nigmondo. Et on voit quand l'impact est là. Alors j'imagine que c'était un poil worké, j'espère. Mais on sent l'impact, on sent le bruit qui fait... Et on sent que ça coupe un truc. C'est horrible. Le public gueule de ouf. Et moi aussi. Et il y a quelqu'un qui gueule au micro. Someone call 911. Et là, bien entendu, tombé. Et c'est la fin du match. Victoire et premier champion d'un tournament of Death, Wifebeater. Et là, tous les heals du tournoi, donc Toby Klein, Arsenal, etc., la Team Lobo, encore une fois pas vraiment la Team Lobo, mais certains de la Team Lobo, intervient pour attaquer Nigmondo et Wifebeater. Et là, c'est les faces du tournoi, donc en gros le H8 Club qui intervient pour dégager tout le monde. Là, on balance le thème de la CZW, Zanding également arrive, donne le trophée à Wifebeater, il soulève tout le public et à fond. Les faces sont hyper over, une grosse ambiance pour finir ce tout premier tournament of Death de CZW. Le match, clairement, c'est un must-see du Deathmatch Wrestling. Si vous l'avez jamais vu, allez voir ce combat, il est vraiment incroyable. Je le connaissais bien entendu, je l'avais déjà vu et je savais que c'était un excellent match parce que la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et donc ça faisait au moins 10 ans que je l'avais pas vu ce combat-là, voire un peu plus. Et clairement, il n'a pas du tout vieilli, il est vraiment incroyable. En plus de ça, c'est une finale, donc ça veut dire que les mecs s'étaient déjà fracassé la gueule avant. Et là, ils arrivent en finale, ils te sortent un combat comme ça. C'est voilà, c'est un must-see du Deathmatch Wrestling. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, et ouais. C'était vraiment une super finale. Voilà, j'ai clairement pas été déçu de cette finale. On va passer tout de suite au résumé du show. Et clairement, voilà, vous l'avez deviné, c'est un show qui est ultra costaud. Il monte vraiment en puissance, c'est ça que j'aime personnellement. C'est que ça commence tout doucement avec le segment du début de show, qui met de la hit et tout sur les heals. Et après, plus ça avance dans le tournoi, plus il y a de la violence. Alors oui, il y a des matchs hors tournoi qui sont plus ou moins bien. J'ai surtout un bon souvenir du 3-way qui est vraiment très cool. Mais voilà, ça monte en violence. Plus on avance dans le tournoi et plus il y a des spots de ouf. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est un truc que le Tournament of Death faisait à l'époque et qui actuellement en 2020 arrive plus du tout. S'il y a 3 matchs à voir dans ce TOD 1, c'est les 3 derniers matchs, donc les 2 demi-finales et la finale qui sont les 3 matchs exceptionnels. Et si je dois noter ce show, je lui mets clairement la note de 4,25 sur 5. J'ai adoré ce show, c'était vraiment un super cool de le revivre et j'ai vraiment hâte de me retaper tous les tournaments of Death. Clairement voilà, je vous le conseille si vous aimez le deathmatch, si vous voulez être un peu curieux de qu'est-ce que c'était la CZW à l'époque et pourquoi j'en suis autant fan. Je pense que vous l'avez deviné, j'adore la CZW d'avant et là vous comprenez pourquoi. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo review qui était extrêmement longue. Je vais essayer de la couper pour qu'elle fasse clairement moins d'1 heure. J'espère que ça va le faire. En tout cas, merci à vous tous si vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Voilà, clairement, je sais que c'est des vidéos qui vont pas plaire à tout le monde. Je sais que c'est des vidéos que tout le monde va pas vouloir aller cliquer. Donc je compte sur vous pour laisser le maximum de likes, un commentaire si cette vidéo t'a plu, si t'as été voir ce show après cette review ou si t'as été voir au moins les 3 derniers matchs. N'hésite pas à me faire ton retour, ça m'intéresse énormément. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, @CodyRebut sur Twitter, et tu peux suivre également la chaîne des Rebuts du Catch sur Twitter avec @Rebut du Catch tout simplement. Voilà, on se retrouvera très bientôt pour la suite de ces reviews CZW Old School avec le Tournament of Death 2. J'espère que cette vidéo t'a plu.
n'hésite pas à laisser un petit like encore une fois, ça fait toujours plaisir. Faut mieux faire cliquer 2 fois même. Cliquer plein de fois. En tout cas, c'était Cody McLeod. Merci à vous tous, comme on dit chez nous. Banzai. Soyez fiers d'être fans de catch et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.